Hollywood, un décor de rêve où les mannequins côtoient les stars de cinéma. Mais la séduction et les paillettes ne sont que le vernis d'un univers inquiétant, où prolifèrent les meurtriers de la pire espèce. Tous ces crimes violents ne pouvaient se produire qu'ici, dans la capitale mondiale du divertissement. Vous pensiez connaître Hollywood? Détrompez-vous. Août 2000. Il fait 32 degrés dans les collines de Santa Barbara. 2 randonneurs sont alertés par une odeur épouvantable et découvrent un corps enterré de façon si sommaire qu'une jambe dépasse de la terre. Cause du décès, 8 balles dans la poitrine. Son corps a été criblé de balles. C'était juste une bande de gamins effrayés. Il voulait se sortir de ce pétrin et une chose en a entraîné une autre. Qui était la victime? Comment est-ce que ce crime odieux a inspiré un film interprété par de grandes stars hollywoodiennes? Il a fallu oublier tout ce qu'on avait fait avant et repartir de zéro. Comment est-ce que le tournage s'est retrouvé confronté à la véritable enquête encore en cours? L'atmosphère était très tendue, parce qu'on avait l'impression d'être constamment sous surveillance. Et c'était le cas. Je suis réalisateur. Je ne sais pas si je suis qualifié pour donner des leçons de morale, mais la transition vers l'âge adulte est toujours difficile. C'est pour ça qu'on écrit des histoires là-dessus, qu'il y a des articles dans la presse ou des films sur le sujet. Ça concerne tout le monde. En 2004, le cinéaste Nick Cassavetes a commencé la production d'un drame controversé inspiré de faits réels, Alpha Dog. Un film très attendu, avec une distribution prestigieuse de stars renommées. Bruce Willis, Sharon Stone, Justin Timberlake, Emile Hirsch, Amanda Seyfried et Ben Foster. Je fais partie de l'équipe d'Alpha Dog, on est tous très fiers du film. Lorsque Nick Cassavetes a commencé à tourner, il n'imaginait pas l'impact que son film aurait sur le dossier. Il ne s'attendait pas non plus à l'extraordinaire rebondissement qui allait le forcer à revoir sa dernière scène. Je crois qu'Alpha Dog est le premier film dans l'histoire des États-Unis à sortir avant que le procès n'ait eu lieu. C'était une histoire incroyable qui n'avait pas encore été résolue. Nick Cassavetes n'avait peut-être pas encore de fin, mais son personnage principal avait un nom digne du grand écran. Jesse James Hollywood. Le nom de Jesse James Hollywood était parfait, et c'était son vrai nom. Je suis directement allé consulter les registres du comté de Los Angeles pour vérifier son extrait de naissance. C'est bien le nom que ses parents lui ont donné. Je m'appelle Michelle Lasher et je suis l'ex-petite amie de Jesse James Hollywood. Je l'ai rencontré à l'école secondaire. Je l'aimais bien. On s'entendait bien. J'aimais discuter avec lui. On a tout de suite accroché. Il était calme, mais un peu arrogant. Jesse a grandi dans la banlieue de Los Angeles, à West Hills, en Californie. West Hills, c'est un quartier très recherché. Beaucoup de familles veulent s'y installer. C'est l'un des plus sûrs de Los Angeles. On a vécu une enfance heureuse. On a grandi ensemble pendant toutes ces années. Cette communauté organise beaucoup de choses pour les enfants. Elle a les meilleures équipes de baseball junior que j'ai jamais vues. Le baseball occupe une place importante à Hollywood. Jesse jouait en 3e base et son père, Jack, était l'entraîneur. Son père était déjà une sorte d'énigme à lui tout seul. Jack Hollywood était impliqué dans une histoire de trafic de marijuana. Il empochait beaucoup d'argent, il vivait très bien. Il ne s'attirait pas d'ennui, il n'avait aucun problème de violence. Et il était aussi l'entraîneur de l'équipe junior. Je pense que c'était une famille assez normale, si on met de côté ce détail. Dans le film, le rôle du père est tenu par la star internationale Bruce Willis. Le jeune comédien Emile Hirsch est quant à lui choisi pour incarner Jesse James Hollywood.
C'était une sorte de défi pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a une morale aussi sombre. À l'adolescence, Jesse James a commencé à suivre les traces de son père. Jesse voyait son père comme un modèle, mais il ne voulait pas lui ressembler totalement. Jesse avait libre accès à de la marijuana de grande qualité, ce qui est particulièrement tentant pour un adolescent, quel que soit son âge. Cette sorte de privilège lui permettait de vendre de la drogue à son tour et il gagnait beaucoup d'argent. À 19 ans, Jesse a acheté comptant une maison à 200 000 $ avec 3 chambres. On s'est installés ensemble. On a pris un chien. J'étais heureuse de construire une vie avec lui. Je pensais qu'on allait se marier. On croyait que le monde entier nous appartenait. En 2000, Jesse dirigeait un réseau de trafic de drogue qui s'est avéré très lucratif. Ce n'était pas un gang. C'était un groupe de garçons qui avaient grandi ensemble, qui étaient très unis. Ils avaient joué au baseball ensemble. Ils étaient amis. Ça s'est transformé en un rapport de domination. Jesse était le meneur du groupe parce qu'il avait accès à l'herbe, à l'argent et qu'il avait une maison et tout un arsenal d'armes. Il adorait être en position de force. Il était petit physiquement, mais il avait une forte personnalité. Mais tout le monde ne se laissait pas impressionner par l'image de leader que Jesse se donnait. Ben Markovitz, âgé de 22 ans, refusait de se laisser intimider par ce jeune homme d'1m60. Ben était un des revendeurs de Jesse. C'était un de ses hommes de main. Mais Jesse James n'arrivait pas à avoir de véritable emprise sur lui. Ils ont grandi ensemble. Ils fréquentaient les mêmes écoles, ils jouaient au baseball ensemble. Mais Ben était beaucoup plus coriace que Jesse et tout le monde le savait. Ben était un bagarreur. Il avait le profil classique du délinquant juvénile qui crève des pneus et qui se retrouve dans des échauffourées. Le rôle de Ben Markovitz est tenu par un acteur de 26 ans, Ben Foster. Je pense que c'est assez proche de la réalité. C'est pareil dans toutes les écoles secondaires, pas seulement en Californie du Sud. Les gamins ne le disent pas à leurs parents, mais c'est comme ça que ça se passe. Malgré leur longue amitié, à l'été 2000, Jesse James Hollywood et Ben Markovitz étaient en guerre. On ne sait pas exactement pourquoi ils se sont disputés, mais d'après les éléments dont on dispose, quelqu'un de San Diego devait de l'argent à Jesse. Ben y est allé pour récupérer la somme, mais il semble qu'il n'ait jamais rendu l'argent à Jesse. Jesse considérait donc que Ben avait une dette envers lui, et il lui réclamait son argent. Ça ne représentait pas plus de 1 200 $. Je pense que Ben aurait pu le rembourser à l'époque, mais ce n'était pas le problème. C'était 2 jeunes gars qui se défiaient et qui ne voulaient pas céder, à commencer par Ben. Il y avait beaucoup de tensions entre eux, ce côté œil pour œil entre Jesse James et Ben Markovitz, et ça s'intensifiait. Ben a fini par passer devant la maison de Jesse Hollywood avec une batte de baseball. C'était le signal assez clair qu'il n'avait pas peur des représailles de Jesse. La situation commençait à devenir vraiment tendue entre les deux. Personne n'imaginait que cela pouvait dégénérer de cette façon, mais ça allait forcément finir par exploser. Vers 11h du matin, Jesse s'est décidé à aller chercher Ben. Il a emprunté une fourgonnette blanche et est parti avec 2 amis, Jesse Ruggi et William Skidmore. Jesse Ruggi connaissait Jesse Hollywood depuis l'école primaire. William Skidmore était l'homme de main. J'étais dans un gang. Les gens du coin me connaissaient. De tous mes amis, je suis le seul à être allé au centre de détention pour mineurs. Les gens avaient peur de moi. J'étais jeune, j'essayais de me donner de l'importance. Dans le film, le rôle de William Skidmore est tenu par le boxeur professionnel Fernando Vargas. Le célèbre chanteur de 25 ans Justin Timberlake est choisi pour incarner Jesse Ruggi. C'est un mélange de styles, mais il faut garder son objectif en tête. Sinon, on peut vite s'égarer et ça se voit tout de suite.
Ils roulaient dans la fourgonnette et ils voulaient se rendre là où ils pensaient trouver Ben. Je pense qu'ils ont parlé d'aller chercher Ben, mais je ne crois pas qu'ils le cherchaient activement. Jesse jouait au dur. Il voulait se faire respecter. Mais ils n'ont jamais trouvé Ben Markovitz. On ne saura jamais s'ils s'étaient réellement lancés à sa recherche. À mon avis, ils n'ont jamais vraiment essayé. À sa place, Jesse a trouvé son petit frère de 15 ans, Nick Markovitz. On n'avait pas de plan. Jesse a dit c'est son frère. Alors on s'est arrêté. Ils ont sauté de la fourgonnette et ils ont embarqué Nick en pleine journée. Je pensais qu'on allait le tabasser. Mais Jesse nous a dit de le faire monter dans la fourgonnette. On s'est exécuté. Ils l'ont roué de coups de pied et de coups de poing pour le faire monter à bord. Et ils l'ont menacé de lui casser les dents s'il essayait de s'enfuir. On l'a embarqué avec nous et on lui a demandé « Où est ton frère ?» Il a juste répondu « Je sais pas ». Nick Markovitz se trouve désormais dans la fourgonnette avec eux. Ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Un malheureux concours de circonstances a fait qu'il s'est trouvé sur leur chemin à ce moment-là. Et ça a été le début d'une très longue série d'improvisations. En 2004, le réalisateur Nick Cassavetes a commencé la production du film Alpha Dog avec des stars tels que Bruce Willis, Justin Timberlake et Emile Hirsch. Ce film à sensation forte est inspiré de faits réels qui se sont produits lors d'une tragique semaine d'août 2000. Presque toute cette histoire est arrivée parce que des personnes se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Jesse James Hollywood, trafiquant de banlieue de 20 ans, était en guerre contre son ami d'enfance devenu revendeur, Ben Markovitz, 22 ans. Le 6 août 2000, la querelle a dégénéré. Jesse Hollywood et deux de ses amis, Jesse Ruggi et William Skidmore, sont partis à la recherche de Ben. Mais à sa place, ils ont trouvé son jeune frère de 15 ans, Nick Markovitz. C'est en roulant au hasard dans les rues qu'ils ont croisé le chemin de Nick Markovitz. On n'avait pas de plan. Jesse a dit « C'est son frère ». Alors, on s'est arrêté. Tout a été improvisé au fur et à mesure. Par exemple, la fourgonnette a commencé à repartir alors que Jesse Hollywood était encore sur le trottoir. Il n'avait rien organisé. On fumait des joints et on picolait toute la journée. On a agi comme ça, sans réfléchir. Dans le film, le rôle de Nick est tenu par Anton Yelchin. Ce dernier tiendra plus tard le rôle de Chekhov dans Star Trek. Mais à l'époque, le jeune acteur de 16 ans était encore méconnu. Je ne sais pas si c'est un film immoral, mais on y parle beaucoup de faire attention aux gens autour de nous, de ne pas être indifférent. Nick avait 7 ans de moins que Ben. Les garçons Markovitz avaient le même père, mais pas la même mère. Nick était très différent de son frère, mais il l'idéalisait. C'était un gentil garçon qui devait rêver de devenir comme son grand frère, d'être un dur et de faire partie d'une bande. Mais je ne pense pas que c'était dans sa nature. C'était un bon gamin. Le matin de son enlèvement, Nick Markovitz s'est réveillé en sachant qu'il aurait des ennuis. La veille, il était rentré tard après avoir fait la fête avec des amis. Nick se disputait souvent avec sa mère. Elle essayait de le mettre dans le droit chemin, de lui imposer des limites. Alors le matin suivant, plutôt que de descendre et d'affronter le sermon de sa mère, Nick a préféré s'éclipser de la maison et passer la journée tout seul. Alors que sa mère était en train de lui préparer son petit déjeuner, Nick est sorti par la fenêtre de sa chambre. Il n'avait parcouru que quelques centaines de mètres
quand il a été repéré par Jesse James et ses acolytes. Ils lui ont dit qu'ils le prenaient en otage parce que son frère leur devait $1 200. Nick m'a demandé, mon frère te doit du fric? Je lui ai dit non, pas à moi. Il en doit à Jesse. Je pense qu'il te relâchera quand ton frère l'aura payé. Mais une fois qu'ils ont eu Nick, ils n'ont jamais tenté de contacter Ben pour lui demander de liquider sa dette. Ils avaient donc un otage, mais ils n'avaient pas de plan. Et ils devaient trouver un endroit où le cacher. Plus il serait loin de Ben Markovitz, mieux ce serait. Il avait peur de Ben. Ils ont détalé en vitesse. Jesse Ruggie a dit « On pourrait l'emmener dans la maison de mon pote, c'est à Santa Barbara. » Alors on y est allé. Vers 14h, le véhicule est arrivé à Santa Barbara devant la maison de Richard Hofflinger, à environ 110 km au nord-ouest de West Hills. Ruggie a demandé à Hofflinger s'il pouvait leur laisser une chambre. Ensuite, James Hollywood et William Skidmore ont emmené Nick Markovitz dans cette petite pièce. Pendant ce temps, Ruggie discutait avec Hofflinger dans le séjour pour s'assurer qu'il ne risquait rien. À ce moment-là, ils ont attaché les mains de Nick et lui ont bandé les yeux avec des chaussettes. Quand le colocataire de Richard est sorti de la douche, il a vu un garçon ligoté qu'il ne connaissait pas. Il a immédiatement commencé à s'inquiéter. Il s'est énervé et leur a demandé de faire sortir Nick de chez lui. Ils lui ont tout de suite dit de se taire. Jesse Hollywood est intervenu. Il a porté les mains à sa ceinture comme s'il avait une arme pour lui dire de se calmer. Richard et son colocataire sont sortis en leur demandant d'être partis à leur retour. Jesse Hollywood et William Skidmore ont bientôt repris la route pour West Hills. Jesse Hollywood a laissé Nick Markovitz chez Richard Hofflinger avec Jesse Ruggie pour le surveiller et s'occuper de lui. Il ne devait pas le laisser s'enfuir ni le laisser contacter son frère. Nick a ensuite été détaché par Jesse Ruggie, qui ne trouvait pas ça nécessaire. C'est à ce moment-là que la situation s'est détendue. Je crois que Nick avait l'impression de ne pas être concerné par toute cette histoire. Il devait penser que ça concernait uniquement son grand frère, qu'il réglerait ça facilement et que Ben serait admiratif quand il apprendrait qu'il avait coopéré. Entre-temps, la mère de Nick, Susan Markovitz, s'était rendue compte de la disparition de son fils. Sa mère s'est aperçue qu'il était parti par la fenêtre de sa chambre. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, car ce n'était pas la première fois qu'ils se disputaient. Vers 22h, Jesse et Nick sont partis de chez Richard. Le père de Jesse Ruggie et sa belle-mère n'habitaient qu'à 3 km. Ils ont marché jusqu'à chez eux. Quand les parents de Jesse ont vu Nick, il ne ressemblait pas à un otage. Il n'avait pas les yeux bandés, ses mains n'étaient pas attachées. Il avait simplement l'air d'être un ami de leur fils. Ruggie leur a préparé de quoi dormir. Nick avait fumé de la marijuana et il avait pris de la drogue. Alors ils ont passé la nuit là-bas. Personne ne lui a demandé qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici, tes parents savent que tu es là? Ils ont passé la journée suivante à faire la fête. Le père de Jesse était plutôt laxiste. Il laissait son fils organiser ce genre de fête assez régulièrement. Ça ne lui a pas paru bizarre qu'il y ait des gens qu'il ne connaissait pas chez lui. D'après nos informations, son père est parti travailler et ils ont fait la fête toute la journée. Jesse en a profité pour inviter quelques amis, dont sa petite amie de 16 ans, Kelly Carpenter, et 2 amis de 17 ans, Graham Presley et Natasha Adams-Young. Ils ont recommencé à boire, à fumer des joints et à jouer à la console vidéo.
C'était une de ces fêtes que les gamins ont l'habitude de faire en été. Sauf qu'il y avait ce jeune avec eux qui essayait d'être cool, de participer et de ne pas montrer qu'il avait peur alors qu'il était retenu en otage par une bande qu'il n'avait jamais vue. À part Jesse Ruggi, mais il ne le connaissait pas très bien. C'est l'une des jeunes filles, Natasha, qui s'est rendue compte en l'observant qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Nick. Il avait des marques et des éraflures sur les bras à cause de son enlèvement. Alors elle s'est lancée, elle lui a demandé « On t'a forcé à venir ici, pas vrai ?» Il lui a répondu « T'inquiète pas, tout va bien. Je fais ça pour mon grand frère. Ça va s'arranger. » Dans l'après-midi, Natasha a conduit Jesse Ruggi et Nick Markovitz chez ses parents à quelques kilomètres de là. Kelly Carpenter et Graham Presley les accompagnaient également. Environ 1 heure plus tard, Jesse Ruggi a décidé de rentrer seul et à pied chez son père. Il a laissé alors Nick chez les parents de Natasha. À ce stade, on pourrait se dire que le kidnapping était terminé. Nick était avec un groupe qui n'avait rien à voir avec ses ravisseurs. Il n'avait aucune raison de le garder prisonnier. Il aurait pu partir de la maison, mais il ne l'a pas fait. En 2004, le réalisateur Nick Cassavetes a commencé le tournage du film Alpha Dog, avec une distribution de stars telles que Bruce Willis, Sharon Stone, Justin Timberlake et Emile Hirsch. J'ai connu des gens comme ça dans ma jeunesse en Californie du Sud. Mais vous savez, il y a des personnes comme ça partout. Alpha Dog est inspiré de faits réels qui ont abouti à un meurtre violent quelques années plus tôt. En août 2000, Jesse James Hollywood, 20 ans, menait avec succès un trafic de marijuana dans la banlieue de Los Angeles. Mais il était en guerre avec un de ses revendeurs, Ben Markovitz, âgé de 22 ans, à cause d'une dette de $1200. Ça n'a jamais été un problème d'argent. Ça a toujours été un problème de domination et de savoir qui céderait le premier entre Jesse Hollywood et Ben Markovitz. Le dimanche 6 août, Jesse Hollywood partait à la recherche de Ben avec 2 amis. Mais à sa place, ils ont fini par kidnapper son jeune frère de 15 ans, Nick Markovitz. Ils avaient peur de Ben. Jesse a tout de suite compris dans quelle galère il s'était embarqué. Les garçons ne savaient pas quoi faire de Nick et il était trop tard pour le relâcher. Ben serait de toute façon toujours aussi furieux contre Jesse Hollywood. Jesse Hollywood dit à un de ses acolytes, Jesse Ruggi, âgé de 20 ans, de surveiller Nick à Santa Barbara. Jesse Ruggi a laissé Nick chez une de ses amies, Natasha Adams-Young, âgée de 17 ans. Pour la première fois depuis son enlèvement, Nick n'était plus surveillé par aucun de ses ravisseurs. Il pouvait quitter la maison à tout moment. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il s'amusait. Il y avait ces jolies filles qui étaient sympas et qui avaient l'air de s'intéresser à lui. Il trouvait ça sympa. Plus tard, Natasha a reconduit Nick chez Jesse Ruggi, où ils ont continué de s'amuser. Pendant ce temps, Jesse Ruggi essayait de convaincre Jesse James Hollywood de mettre fin à cette situation. Devant l'insistance de Ruggi, Jesse Hollywood a finalement accepté de revenir à Santa Barbara pour décider de la suite. Ruggi n'arrêtait pas de demander à Jesse Hollywood « Est-ce que tu as contacté Ben Markovitz? Pourquoi tu ne réessais pas? Qu'est-ce que Ben va dire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je peux pas garder ce gamin ici. » Jesse James Hollywood devait trouver une solution. La situation ne pouvait pas durer éternellement. Ce soir-là, il a repris la route pour West Hills. Et Nick a passé une 2e nuit dans la maison du père de Jesse Ruggi. C'est assez incroyable quand on y pense. Un gamin de 15 ans que vous n'avez jamais vu auparavant dort chez vous 2 nuits de suite et vous ne vous posez pas plus de questions que ça? Dans cette histoire, tout le monde a été passif, à la limite de l'indifférence. Pendant ce temps,
la famille Markovitz était tout sauf indifférente. Nick avait disparu depuis 36 heures. Elle a signalé sa disparition à la police de Los Angeles. Les Markovitz devenaient fous à essayer de trouver le moindre indice sur l'endroit où il pouvait être. Personne ne savait où il était, ni se doutait qu'il avait atterri à Santa Barbara. Ça ne faisait pas partie des endroits où on pensait le trouver. Jesse Hollywood a finalement pris une décision. Au 3e jour de son enlèvement, Nick a appris que son périple allait prendre fin. Jesse Ruggi a expliqué à Nick qu'ils allaient lui donner de l'argent pour prendre le bus et rentrer chez lui, ainsi qu'un extra pour ne pas raconter à la police ce qui s'était passé. Et pour fêter sa libération imminente, ils ont décidé de tous aller au Lemon Tree Inn de Santa Barbara. Ruggi se rendait parfois au Lemon Tree pour s'éclipser de chez son père et pour faire la fête dans une des chambres. À 17h50, Jesse Ruggi est arrivé au Lemon Tree Inn. Et il a payé en espèces. La fête a commencé immédiatement. Ils ont invité des amis, ils buvaient, ils fumaient des joints. C'était une fête, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils fêtaient le retour de Nick chez lui. Ils s'amusaient dans la piscine, les filles étaient là, Jesse Ruggi supervisait un peu les festivités et Graham Presley était là aussi. Nick était ivre. Il avait probablement consommé de la drogue et je pense qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il attendait simplement qu'on vienne le chercher, comme on le lui avait dit. Vers 23h, son chauffeur est enfin arrivé de West Hills. Il s'agissait d'un autre ami de Jesse Hollywood, Ryan Hoyt, âgé de 20 ans. Il a dit à tout le monde que la fête était terminée, que Nick allait rentrer chez lui et que tout le monde devait partir. Nick, Jesse et Graham se sont entassés dans la berline que Ryan Hoyt a empruntée pour quitter la ville. Mais au lieu de prendre la route en direction de West Hills, Ryan Hoyt est parti vers le nord dans les montagnes. Essayez d'imaginer ce qu'il a pu ressentir au moment où il s'est rendu compte qu'il ne prenait pas l'autoroute et qu'il n'allait pas à la gare routière. Au lieu de ça, il s'enfonçait dans les montagnes en plein milieu de la nuit. Ça doit faire froid dans le dos. Il était entré dans leur jeu. Il avait fait tout ce qu'ils avaient demandé. Il pensait avoir agi comme il le fallait, et maintenant, il allait être exécuté comme ça ? En 2004, le réalisateur Nick Cassavetes a commencé le tournage du film Alpha Dog avec une distribution de stars. L'un des plus gros défis a été de faire en sorte qu'ils aient l'air d'être amis de longue date, alors qu'il s'agissait de jeunes acteurs prometteurs qui ne se connaissaient pas. L'histoire de ce film controversé se base sur une série d'incidents tragiques qui s'étaient produits quelques années plus tôt. Un jeune baron de la drogue âgé de 20 ans, Jesse James Hollywood, était en guerre contre l'un de ses revendeurs, Ben Markovitz, pour une dette de $1 200. Le 6 août, Jesse Hollywood a kidnappé en plein jour le frère de Ben, Nick Markovitz. 2 jours plus tard, le jeune homme de 15 ans pensait qu'il allait enfin pouvoir rentrer chez lui. Mais ses ravisseurs l'ont emmené dans les montagnes de Santa Barbara. Il s'est rendu compte qu'il ne prenait pas l'autoroute et qu'il n'allait pas à la gare routière. Au lieu de ça, il s'enfonçait dans les montagnes en plein milieu de la nuit. Nick n'avait aucun moyen de savoir ce qu'il allait bien pouvoir lui arriver. « 36 heures après l'enlèvement de Nick, Jesse James Hollywood cherchait désespérément une solution. Son père étant absent, Jesse a décidé d'aller voir l'avocat de ce dernier pour lui demander conseil. Jesse lui a demandé « Est-ce que c'est grave d'avoir enlevé quelqu'un ?» Alors son avocat lui a répondu « Ça dépend des circonstances, mais tu peux risquer la prison à vie pour enlèvement avec circonstances aggravantes. » Oh, you're looking at life already.
Ne dites pas à un gamin de 20 ans qui fume des joints et qui picole tout le temps qu'il risque la prison à vie. Il allait faire n'importe quoi pour se sortir de ce pétrin. La réaction de Jesse a été d'appeler son ami d'enfance, devenu revendeur, Ryan Hoyt. Ryan Hoyt avait un QI très faible. Il n'était pas aussi intelligent que Jesse. Il n'était pas aussi vif d'esprit que lui. Mais ils faisaient partie du même groupe. Ils avaient joué au baseball ensemble. Il semble que Ryan Hoyt avait toujours une dette envers Jesse James. Jesse lui donnait toutes sortes de petites corvées à faire dans la maison, comme ramasser les bouteilles de bière ou les crottes de chien. Jesse Hollywood passait son temps à le ridiculiser devant tout le monde en lui disant « Tu me dois du fric, pourquoi tu trouves pas un boulot? Tu sers à rien. » C'était un petit jeu cruel. Et puis Jesse James est allé le voir. Il lui a dit « Je te donne une chance de liquider ta dette. » Ce soir-là, Ryan est allé prendre une mitraillette dans l'arsenal de Jesse. Ryan Hoyt a fourré un Tech 9 dans un sac de toile et il a pris la route pour Santa Barbara. Pendant que Ryan Hoyt prenait l'autoroute en direction du nord-ouest, Jesse Hollywood emmenait sa petite amie au restaurant pour fêter ses 20 ans. L'une des choses les plus écœurantes dans l'histoire, c'est que Jesse est allé manger au restaurant et boire des cocktails qu'il a intentionnellement payés par carte, alors qu'il payait toujours en espèces. Comme ça, il avait la preuve irréfutable qu'il n'était pas allé au Lemon Tree Inn. Ces deux événements se sont produits au même moment, ce qui lui fournissait un alibi. Il a dû se dire, si je charge Hoyt de régler ça et que je vais au restaurant, tout rentrera dans l'ordre. Racontez-nous votre 20e anniversaire. Non, j'ai pas envie. On n'a rien fait de très particulier. C'était juste un repas avec ma famille. J'ai pas vraiment envie d'en parler. Ce n'était qu'un repas d'anniversaire. Ryan Hoyt est arrivé au Lemon Tree Inn vers 23h. Ils étaient en pleine fête. Mais dès l'instant où Ryan est arrivé, il était évident que la soirée venait de prendre une tournure différente. Ryan Hoyt est parti avec Graham Presley, âgé de 17 ans, et l'a emmené faire un tour. Jesse a dû demander à Ryan Hoyt de trouver un endroit sûr où enterrer le corps. Mais Ryan ne devait pas savoir comment s'y prendre. Alors il a demandé l'aide de Graham Presley. Graham connaissait bien les montagnes de Santa Barbara. Ils sont allés vers un point de vue tranquille, bien connu des adolescents et des randonneurs. Ça s'appelle la bouche du lézard. Graham l'a emmené là-bas, et une fois sur place, Ryan lui a dit de commencer à creuser un trou. Il était là-haut avec un type qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas les intentions de Ryan Hoyt. Je pense qu'à ce moment-là, Graham a dû se dire qu'il creusait sa propre tombe. Un peu après minuit, Ryan Hoyt et Graham Presley sont revenus au Lemon Tree Inn pour chercher Jesse Ruggie et Nick. Les 4 garçons ont pris la route vers les montagnes et se sont garés près du fameux point de vue. Ils sont descendus de voiture et ont grimpé la colline. Graham Presley a fait la moitié du chemin avant de retourner à la voiture. Il a refusé d'aller plus loin. Il ne s'est pas enfui, il a attendu dans la voiture. Ryan et Jesse ont emmené Nick jusqu'au bout du chemin. Ils l'ont attaché avec de l'adhésif. Ses mains étaient ligotées comme ça, comme en prière. Il y avait tellement de rubans adhésifs qu'on ne voyait même plus ses doigts. Ensuite, ils ont également mis de l'adhésif autour de sa bouche pour qu'il ne puisse pas faire de bruit. Mais ils l'ont fait grossièrement, ce qui laisse penser qu'ils étaient paniqués.
Ryan Hoyt avait entre les mains une arme surpuissante qui avait été modifiée pour tirer 12 balles par seconde. Il n'en fallait pas plus. Ryan Hoyt a tiré 13 coups. 8 balles ont atteint Nick. Il avait le corps criblé de balles. Graham Presley a entendu les coups de feu depuis la voiture. Je pense que Nick est mort sur le coup et que son corps est tombé dans le trou. Quatre jours plus tard, des randonneurs ont senti une odeur de pourriture en passant dans les bois. Il faisait 32 ou 33 degrés dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Nick. L'odeur était épouvantable. Presque immédiatement, une photo a fait la une des journaux de Santa Barbara. Celle d'un garçon de 15 ans, Nikola Markovits, retrouvé dans un trou. Natasha, qui avait sympathisé avec Nick, l'a reconnu dans la presse. On ne peut qu'imaginer ce qu'elle a bien pu penser à cet instant. Natasha Adams-Young, âgée de 17 ans, a immédiatement appelé la police pour raconter tout ce qu'elle savait. Plusieurs adultes ont croisé le chemin de Nick au cours de ces événements. Mais c'est une adolescente qui a donné l'alerte. Depuis le début, son instinct lui disait que quelque chose clochait. C'est assez extraordinaire. Dans les 24 heures qui ont suivi, Ryan Hoyt, Jesse Ruggie, William Skidmore et Graham Presley ont tous été arrêtés. Ça n'a pas été difficile de les localiser, sauf pour un. Celui qui avait tout organisé. Quand Jesse Hollywood a appris qu'on avait découvert le corps, sa réponse a été « je vais disparaître ». Et il l'a fait. En août 2000, Jesse James Hollywood, Jesse Ruggie et William Skidmore ont kidnappé en plein jour le jeune Nick Markovits, âgé de 15 ans. 3 jours plus tard, Jesse James Hollywood, le trafiquant de banlieue, paniquait et envoyait son ami Ryan Hoyt, 20 ans, mettre un terme à cet enlèvement avec une mitraillette. Quand Jesse m'a dit ce qui s'était passé, j'ai halluciné. Je lui ai répondu « Mec, je veux rien avoir à faire avec ça ». C'était juste une bande de gamins affolés et effrayés. Des gamins, des garçons, des gosses. Le corps de Nick Markovits a été découvert 4 jours plus tard dans une tombe de fortune. Toutes les personnes impliquées ont presque immédiatement été arrêtées. Sauf Jesse James Hollywood. Il avait prévu s'enfuir depuis longtemps. On le sait parce qu'il avait vidé ses comptes en banque, revendu sa voiture et récupéré des dettes. Il avait organisé tout ça bien avant la découverte du corps de Nick. Ryan Hoyt a été le premier à être jugé. Il a été condamné pour homicide volontaire en novembre 2001. Ryan Hoyt tenait expressément à différencier les actes. L'enlèvement, la surveillance, les drogues, l'excavation du trou, le ligotage et pour finir le meurtre. Et Ryan Hoyt, dans son infini manque de sagesse, a dit « Je n'ai pas creusé la tombe, j'ai juste tué le gosse ». Fin de citation. Ryan Hoyt a été condamné à mort. Jesse Ruggie a été condamné à la prison à vie pour enlèvement avec circonstances aggravantes en 2002. Mais il bénéficiera d'une libération conditionnelle au bout de 11 ans. Graham Presley, alors âgé de 17 ans, a été condamné pour meurtre au 2e degré pour avoir creusé la tombe et il a purgé 5 ans dans un établissement pour mineurs.
William Skidmore a été condamné à 9 ans de prison pour sa participation à l'enlèvement. Alors que je purgeais ma peine, j'ai été appelé dans le bureau de mon avocat qui m'a dit « Il y a un réalisateur qui voudrait te voir ». J'ai dit « Non, ça ira. Je suis en prison, je veux pas parler à un réalisateur. Je me ferais tuer. » Je crois qu'il s'appelait Nick Cassavetes. En 2004, le cinéaste Nick Cassavetes était prêt à se lancer dans un nouveau projet après avoir fini son film à succès The Notebook avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. The Notebook était sur le point de sortir quand Nick a lu un article dans le Los Angeles Magazine intitulé The Last Ride of Jesse James Hollywood. Et il a décidé que ce serait sa prochaine histoire. Ça s'était déroulé dans le quartier où il avait grandi. Ma fille est allée à l'école avec ces types. J'avais entendu des rumeurs avant que ça ne devienne un phénomène dans la région. Quand le meurtre de Nick a eu lieu, Jesse James est devenu le plus jeune criminel sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI. Le père de Jesse, Jack Hollywood, a été engagé comme conseiller pour le film. Jack Hollywood était présent tous les jours. Il était devenu le bras droit du réalisateur. Pendant tout ce temps, Jack savait où était son fils parce qu'il l'aidait. L'atmosphère était très tendue parce que je pense que tout le monde avait peur d'être observé ou que le FBI nous ait mis sur écoute. Et je pense que c'était le cas. Le tournage s'est terminé en mars 2005 et Nick Cassavetes a commencé la post-production. Alpha Dog était presque terminé quand tout à coup... Le téléphone s'est mis à sonner à la maison. Allume la télé, regarde les informations, ils l'ont eu. C'était sur toutes les chaînes. Jesse James Hollywood avait été arrêté au Brésil. On n'y croyait pas. Ça nous a fait l'effet d'une bombe. 4 ans et demi après sa fuite, Jesse James Hollywood a été arrêté dans une petite station balnéaire à 120 km à l'est de Rio de Janeiro. Nick a appelé le studio en disant « On ne peut pas sortir le film avec une fin qui n'a rien à voir. Les studios détestent ce genre de changement, mais il fallait bien modifier la fin du film. » En janvier 2007, Alpha Dog est sorti en avant-première à Hollywood. Le film est inspiré de faits réels et de la vie de Jesse James Hollywood, le plus jeune criminel sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI. En juillet 2009, Jesse James Hollywood a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour enlèvement et pour homicide volontaire. Contrairement à Ryan Hoyt, il a échappé à la peine de mort. Le jour où Nick a été enlevé brutalement, nos vies ont été anéanties à jamais. On est encore sous le choc, plein de chagrin et d'interrogations. Aujourd'hui, l'une de ces interrogations a été levée. J'ai passé un peu de temps avec Suzanne, la mère de Nick Markovitz. Étant moi-même maman, je n'ose pas imaginer ce qu'elle a dû traverser. Je pense qu'elle ne sera plus jamais la même. J'ai de la peine pour toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Elle a brisé une multitude de vies. Ça a détruit l'existence de toutes les personnes qui fréquentaient Jesse. Jesse a voulu jouer au dur et il s'est retrouvé pris au piège. Il avait peur aussi. Il voulait se sortir de ce pétrin et une chose en a entraîné une autre. Quand on repense à l'enfance qu'on a eue, personne n'aurait imaginé ça. Quand on regarde la photo de leur équipe de baseball, quand ces gamins avaient tous entre 10 et 12 ans, c'était des anges avec un bel avenir devant eux. Quand on pense que 7 ou 8 ans plus tard, ils sont devenus des kidnappeurs et des assassins. Personne n'arrive à croire que ces choses se soient vraiment passées. C'est un tragique enchaînement d'événements malheureux qui ont mené à un terrible assassinat. C'est exactement le genre de choses que l'on s'attend à voir dans un film tellement c'est irréel. Mais ce sinistre dénouement est vrai. Et c'est bien désespérant que ce ne soit pas qu'un film.